il ne faut pas avoir peur d'être curieux, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Donc voilà, tests et formation, c'est déjà un beau programme pour quand on va sortir d'ici. Pascal, allez-y. J'ai une question collective, parce qu'il y a une problématique qu'on retrouve dans les 4 interventions, c'est la question des compétences. Et alors j'ai entendu parler de l'augmentation des compétences, de la transformation, du fait qu'on serait plus efficace quand on est quelqu'un qui est un expert d'un domaine, mais qui maîtrise mieux l'IA que les autres. C'est ceux-là qui remplaceraient les vieux avocats, par exemple, et je m'inclus dedans. Enfin, je ne m'inclus pas forcément parce que je maîtrise un petit peu. Mais voilà, j'ai une question collective, c'est est-ce que, d'après vous, ces techniques, sont des techniques, vont conduire à une diminution des compétences métiers, je prends par exemple celle des avocats, une augmentation des compétences métiers, pas techniques, métiers, ou une transformation des compétences métiers? Pour moi, c'est une transformation, un repositionnement. J'imaginais. Alors j'aimerais bien voir la réaction des autres personnes. Sur cette question-là, sur l'aspect juridique purement, je ne suis pas en mesure d'en dire quoi que ce soit. En revanche, il y a un point qui m'apparaît depuis tous ces mois maintenant, quand je travaille avec les étudiants, c'est la question du niveau de langage. Pour faire des bons prompts, il faut avoir le bon vocabulaire, vous êtes plusieurs à l'avoir dit, et la question du niveau de langage utilisé, notamment le niveau de l'expertise ou de la connaissance suffisante, est absolument essentiel. Est-ce qu'on ne va pas créer des inégalités à ce niveau-là? Enfin, à mon avis, c'est déjà évident, mais voilà, le travail sur le langage est absolument essentiel pour la question du prompting. Est-ce que ça évoluera? Est-ce qu'on n'aura plus besoin de prompter parce que l'outil nous fera des prompts suffisamment élevés au niveau du langage? Peut-être, je ne sais pas. Alors, on nous dit qu'il y a des outils qui permettent de retravailler un prompt. Moi qui avais la naïveté de penser que c'était nos cerveaux à nous, et ben voilà. Ah ben, je ne vous dis pas merci. Je suis désolé, j'abuse, mais vraiment 2 secondes. Là c'est pour Thomas. La question du prompt engineering, parce que tu en parles tout à l'heure, on est la grande famille des doctorants, donc je te tutoie. Donc, il y a quand même une chose, je ne sais pas si on l'a assez dit, sur le prompt engineering, ce n'est pas une science. Ce n'est même pas une technoscience. Donc c'est une compétence qu'on peut acquérir. C'est un art. Tu as utilisé le terme d'art et j'aime bien. C'est un art. C'est un art dans la mesure où on est face à un outil qui évolue dans le temps. On est face à un outil qui est très instable. On le voit bien. Il y a le phénomène de l'autophagie qui fait qu'il y a une dégradation des performances. Et quand on regarde les recommandations des pseudo-experts du prompt engineering, je mets des guillemets, elles sont totalement contradictoires. J'ai lu encore hier ou ce matin qu'il ne fallait surtout pas lui donner un rôle parce que ça perturberait les résultats, ce que nous disent tous les experts du prompt engineering depuis 1 an. Voilà ce que j'avais à dire. Thomas, tu veux répondre? Je suis 1000 fois d'accord. Non, mais c'est sûr que de toute manière, il faut avoir un visage, enfin, un esprit, une approche candide face à l'IA. On peut l'avoir. Mais dans l'utilisation des métiers, en tout cas dans le secteur juridique, je pense que la spécialisation de l'avocat et le niveau de technicité va finalement le pousser à s'améliorer, à être. Moi, je vois vraiment l'IA comme une technique de vérification et de transformation du métier, même révolutionnaire. Moi, je pense que là, on est en train de changer d'air. Et j'ai l'impression de vivre dans un film, en se disant, il y a encore, non mais sans déconner quoi, il y a encore 5 ans, on n'était pas encore capable de penser, de dire qu'on va peut-être devoir dire à Siri, mets-moi le minuteur, quel jour fait-il, enfin qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, ce genre de choses. Et maintenant, c'est dans notre quotidien. Alors, maintenant, dans l'aspect professionnel, ça va être encore pire. Mais surtout, on ne va pas pouvoir faire l'impasse. Et je pense que le prompt, encore une fois, pour moi, effectivement, c'est un art. Et il va falloir former. Il va falloir surtout comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, puisque nous sommes des juristes, nous ne sommes pas ceux qui l'ont conçue. Et je pense que, d'ailleurs, il y a une intelligence artificielle à laquelle je pense, que je teste en ce moment pour le cabinet, qui explique sa manière de raisonner. Ce qui nous permet de nous vérifier si, lorsqu'elle va être générative, elle va nous déduire, par exemple, elle va nous dire « je ne sais pas ». Je sais que cette intelligence artificielle, elle va nous dire « je ne sais pas ». Par contre, je peux vous donner des éléments qui m'amènent à déduire ce raisonnement. Elle va avoir une déduction.
Elle ne va pas inventer, elle va déduire des éléments. Et ça va être important pour nourrir la réflexion du juriste, du chercheur. Moi, lorsque je vais poser une question à l'IA, lorsque je me pose une question, je vais avoir des éléments qui vont apparaître, comme vous disiez tout à l'heure, des bullet points dans ma tête, par exemple. L'IA va avoir la même chose. Peut-être qu'elle va avoir ces bullet points de manière totalement différente. Ou alors elle va voir plus de choses que je n'ai pas encore vues. Et là, je vais me poser les bonnes questions. Elle ne va pas me remplacer, mais c'est juste, elle va me pousser dans mes derniers retranchements pour que je puisse encore évoluer. Il va falloir qu'on ait l'opinion de Michel, mais j'aimerais dire que le doyen Génie a mis d'accord Christophe Deschamps et toi, ce que demande Pascal, en une phrase. Certains disent que le droit est un art, d'autres disent que le droit est une science. Une chose est certaine, le droit est un langage. Et on va dire que l'intelligence artificielle est aussi un langage. Bon, c'est une belle conclusion. Bonne conclusion, ça. Non, mais moi, sur cette question, c'est pour ne pas faire de redites. Je partage ce qui a été dit. Et vraiment, il y a pour moi le développement de l'esprit critique qui va avec. Parce que là, on est face à un outil. Alors, je ne veux pas apporter une vision trop pessimiste, catastrophiste. Ce que j'ai effectivement souligné, c'est qu'on ne peut pas passer à côté. Ce n'est pas possible. Il faut s'y intéresser. Il faut le tester. Il faut jouer avec. Vous l'avez dit aussi. Mais c'est vraiment un outil avec lequel il faut jouer, il faut prompter avec un esprit critique très développé. Hein. Et alors, pardon, j'en profite pour faire une toute petite réflexion, parce qu'on a parlé de propriété intellectuelle, c'était passionnant. Moi, je m'interroge, et là c'est plutôt une question que je vous pose, en termes de contenu. J'ai quand même l'impression que ChatGPT, il ingurgite du contenu américain et du droit américain, beaucoup. C'est pour ça que je suis tellement intéressé quand vous proposez des outils français-européens. C'est pas du tout de l'anti-américanisme, hein, c'est pas ça du tout. Je vous donne juste un exemple. J'ai l'impression, vous vous rappelez la bibliothèque Google, qui numérisait en masse, hein, c'est assez récent. Et quand vous vouliez interroger Google sur des ouvrages, vous aviez des ouvrages dans le domaine public en France qui n'étaient pas accessibles dans la bibliothèque Google. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été publiés après 1923. Bon, copyright, droit américain, puis maintenant barrière mobile de 95 ans. Je ne sais pas, mais mes premières expériences en ce domaine sur ChatGPT, j'ai l'impression qu'il est en train d'ingurgiter les règles du copyright, enfin en tout cas actuelles, hein, qui vont bouger aussi, mais vous avez cette question de contenu d'après le droit américain. Et vous avez parfois cette réponse. Enfin, moi, je l'ai eu. Je peux reformuler ton interrogation de la manière suivante, dans une démarche proactive. Je t'en prie. Est-ce que tu voudrais dire par là qu'il faudrait que des auteurs de droit français acceptent que des outils européens, disons, traitent leurs données pour construire un fond de raisonnement travaillant avec l'IA, permettant justement d'avoir des outils qui soient défendeurs du droit romano-germanique, comme le disait Bertrand tout à l'heure, pour justement lutter contre ça. Alors là, je parlais très concrètement des règles de droit de propriété intellectuelle, et notamment d'entrée dans le domaine public. Justement, on est dans la propriété intellectuelle, mais du côté actif, c'est-à-dire des conventions et contrats. Alors, pour le formuler d'une autre façon, ce que je cherche à dire, c'est que j'aimerais bien que ChatGPT soit un peu face du droit comparé. Il n'en fera pas. Et c'est-à-dire, voilà, mais on est d'accord. Donc c'est d'autres outils proposés par des Français ou des Européens qui le feront. Et bien voilà. Et clairement, dans l'enjeu de souveraineté juridique, là, si tu fais intervenir les gens de Capitan, ils vont t'en parler pas mal. Très clairement, quand on vient te donner des choses, c'est pas par générosité. Ah bon ? Voilà, tu le sais. Je veux dire, la doctrine anglo-saxonne est servie en ligne en droit. Pratiquement tout le fond du Legal SSRN est en accès libre. Bon. Donc c'est 50 000 articles de doctrine de 40 pages, en anglais la plupart du temps, qui défendent le droit anglo-saxon. Bon, mais ils sont en accès libre. Tu as répondu à ma question. T'as quoi en face ? Tu as répondu à ma question. Déjà, ChatGPT applique les règles du copyright en termes de textes que l'on peut trouver ou pas trouver. Et faites le test aussi quand il vous dit « Ah, je ne peux pas vous donner ce poème d'Apollinaire. Pourtant, il peut aller sur Bing. Apollinaire est dans le domaine public. » Bon, c'est juste un exemple. C'est pour ma conclusion à moi, c'est vraiment
avoir des outils européens et français et spécialisés, et parce que bon, c'est un outil formidable, mais qui est tout de même voilà, qui fondamentalement est bâti sur ce système juridique. J'avais une petite chose. Vous savez, entre nous, au niveau de CA de Jury Connexion, on fait de la veille. Donc on se balance 10 articles par jour sur l'IA et le droit. On les lit pas tous, hein, mais on en a 10 par jour. D'accord. Et dans les articles qu'on a eus, il y en a un excellent qui a été envoyé par Michel, qui ne parlait pas de droit. Et qui disait, est-ce que devant le flux d'informations qu'on reçoit tous les jours, et là j'attends votre réaction, est-ce qu'on ne faut pas envisager de se construire un deuxième cerveau à côté du premier pour être capable de savoir justement traiter et gérer cet afflux d'informations? Vous en pensez quoi? Déjà, avec un, j'ai du mal, donc un deuxième... Je pense que c'est la question que j'abordais peut-être pas comme il faut, mais du jumeau numérique en fait, hein, cet assistant qui sera en permanence en train de nous apporter de l'info, de prévoir ce qui pourrait nous intéresser en fonction du contexte dans lequel on se trouve, en fonction du lieu géographique, qui nous fera des points d'information automatisés sur tel et tel sujet. Hein, ça sera, là on pourrait, pour ceux qui ont l'habitude, les veilleurs, une Google Alert, vous voyez comment ça marche, ça sera des Google Alert mais synthétisés de tout ce qu'il a pu trouver sur tel ou tel sujet. Oui, je pense que... Alors, la question du deuxième cerveau, c'est un terme très utilisé en marketing web. Hein. Il y a plein de YouTubers qui vous disent comment construire votre deuxième cerveau à base de ChatGPT, de Notion, et rajouter un peu de je ne sais quoi. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Hein. Notamment, j'ai vu des gens qui avaient mis plein de connaissances en devenir dans du Notion et qui ensuite utilisaient du ChatGPT dessus pour faire dire quelque chose de ce qu'ils avaient mis de côté depuis des années parfois. On prend tous des notes, on surligne tous des choses et puis on les oublie la semaine d'après. Bon, là, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas le moyen d'exploiter tout ça? On parle de personal knowledge management. Là, je pense qu'on est en train d'y arriver. Voilà. Alors, j'ai une ultime question, et qui est une question pour le public. L'intelligence artificielle a permis, dans le secteur des sports du cerveau, vous savez, il existe, en dehors des sports qu'on fait avec son corps, il y a les sports du cerveau, notamment les échecs, le Go, etc. Et depuis à peu près 10 ans maintenant, c'est les ordinateurs qui jouent aux échecs, au Go, etc., battent régulièrement les champions mondiaux. Voilà, battent régulièrement. La question que je me pose, est-ce qu'il y a toujours des championnats du monde de Go, d'échecs ou autre chose de ce genre? Pourquoi il y en a? Et on arrête là, on arrête sur ça. Et je pense qu'on peut aller boire un verre pour méditer cette question. Merci à tous, merci beaucoup, merci aux intervenants et merci à Jury Connexion.